Laurent, ta passion pour l'art brut fait que tu t'es toujours intéressé à la santé mentale, à la psychiatrie. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce goût, cet intérêt pour... Oui. Alors c'est venu de ma rencontre avec le docteur Ferdière, qui est un collectionneur d'art brut, qui se trouvait être mon voisin en Seine-et-Marne quand j'habitais dans les années 70. Donc on a noué une amitié tout à fait de fortune, puisque c'est le hasard qui faisait qu'on habitait à quelques kilomètres l'un de l'autre, alors que lui avait pris sa retraite depuis longtemps. Moi, je n'avais aucun intérêt particulier pour Artaud. Je suis de la génération Bob Dylan, de la génération Mick Jagger, pas du tout de la génération de cette vieille culture littéraire française qui mythifie la poésie, entre autres, ces choses comme ça. C'était très éloigné de mes... J'avais un grand mépris pour la poésie, par exemple. C'est-à-dire ce mythe français de la poésie qui était très très fort dans les années 60-70 et qui était assorti d'énormément de prétentions. De même, le mythe de la littérature, ces gens qui se prennent pour des grands écrivains, ça a toujours fait rire. Et j'étais, moi, de culture beaucoup plus liée à l'Amérique et à la musique, et à cette génération rock qui a mis un coup de tonnerre là-dedans et un grand courant d'air. Et donc, j'étais pas du tout proche de ces choses-là. Mais j'ai rencontré Ferdière. On est devenus très amis parce que c'est un profond original. Moi, je me moquais absolument de sa réputation de tortionnaire d'Artaud, de choses comme ça. Je n'étais jamais entré dans ces cercles-là et je n'y croyais pas beaucoup. J'ai jugé l'homme, comme je fais tout le temps, sur ce que j'ai vu de lui. Et j'ai vu un homme qui, jusqu'à l'âge de 80 ans, allait dans un dispensaire à Aubervilliers le samedi matin, s'occuper des populations maghrébines ou antillaises des banlieues nord, et de leur état de santé mentale. Et donc, à travers lui et cette fréquentation, j'ai énormément appris sur cette génération des grands psychiatres des années 30, qui était la dernière génération de psychiatres humanistes qui avaient une formation d'abord complète au point de vue littéraire et artistique, ce qui n'existe plus aujourd'hui, et puis qui étaient les premiers à s'être ouverts à deux choses: la naissance de la psychanalyse, et presque tous ont fait partie de cercles qui étaient à la fois entre la psychiatrie et la psychanalyse naissante. Parmi eux, c'était un ami de Lacan, et Dieu sait s'il en parlait avec ironie, et puis en même temps, ce qui se sont ouverts à l'anthropologie naissante, c'est-à-dire Jacques-Henri Rivière, les gens du Musée de l'Homme, etc., tous les gens aussi des arts et traditions populaires des années 30. Donc un homme très très ouvert à tous les aspects de la culture dans ce qu'ils avaient de plus novateur, donc qui représentait un courant d'air frais dans le monde littéraire traditionnel, genre de la Sorbonne. Donc pour moi, ça m'a passionné. Et à travers Ferdière, évidemment, j'ai été amené après sa mort avec mon ami André Roumieux, qui a été toute sa vie infirmier psychiatrique à Villévrard, et sa femme, elle, infirmière à Maison Blanche, l'asile de femmes qui est à côté. J'ai été amené à classer les archives du docteur Ferdière, et on a fait ensemble un livre qui s'appelle Artaud et l'asile, et qui a été considéré récemment par Elisabeth Roudinesco comme un peu la somme, dans un petit article du Monde, comme un peu la somme du dossier psychiatrique d'Artaud, parce qu'on l'a étudié tellement à fond à travers des archives inédites qu'effectivement on a vu tous les aspects de ce dossier très tragique et très complexe de la folie d'Artaud, de ses électrochocs, etc. Donc j'ai été amené à plonger là-dedans longtemps. Ce livre, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, et parce que c'était aussi assez étonnant. C'était un livre d'amitié avec André Roumieux entre un intellectuel normalien et un infirmier psychiatrique écrivain autodidacte. Et l'autodidacte et le normalien, c'est quand même une association assez rare, parce que est très touchante et qui correspond tout à fait à ma façon de travailler, et toute ma vie a été comme ça. Donc c'est comme ça que je suis entré dans ce domaine de la psychiatrie et de l'histoire de la psychiatrie. Alors là où je voudrais en venir, c'est qu'on s'aperçoit dans tous les livres sur la psychiatrie, l'histoire de la psychiatrie commence toujours par un événement à moitié mythique, qui est en 1795, comment le fameux Philippe Pinel aurait détaché à la Salpêtrière les folles qui étaient à cette époque-là enchaînées dans les asiles. Et donc il y a des tableaux commémoratifs un peu comment dire, légendaires, qui montrent Pinel détachant de belles femmes à moitié nues qui sont censées être délirantes dans cet asile où les faux étaient donc enchaînés pêle-mêle avec les prostituées, les SDF, les petits et grands délinquants, et donc mis sur le même plan que tous les gens qui traînaient dans la rue. Alors, on s'aperçoit qu'après 2 siècles remarquables de soins ou de tentatives d'essayer de comprendre l'aliénation mentale, etc., de trouver des solutions. Le 19e, on a trouvé un certain nombre, le 20e siècle énormément. Après la guerre de 40, on a essayé de faire sortir les fous des asiles, etc., le désaliénisme de Bonafé, la psychothérapie institutionnelle, enfin bref, c'est une longue histoire qui... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais après, la psychanalyse s'en est mêlée aussi, évidemment. On a essayé de parler aux malades, de comprendre leur délire, etc. Bref, on a essayé pendant 2 siècles quand même
de faire une attention particulière au malade mental, et on s'aperçoit aujourd'hui, et depuis 10, 15, 20 ans, qu'on est revenu à la case départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les malades mentaux, et je l'ai vu hier en déjeunant avec une amie qui me racontait le suicide de son frère, et dans notre dos passait un grand malade mental qui arpentait la rue de long en large pendant que nous parlions. Aujourd'hui, le malade mental, il y a 3 cas possibles, ou bien il est dans la rue, et il y avait un fou qui avait élu domicile dans une cabine téléphonique à 5 minutes d'ici, il y a 2 ans, donc il est à la rue, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans un hôpital, il n'est plus dans un asile, mot qui a été interdit, changé en 1937 par le terme d'hôpital psychiatrique, mais asile, il faudrait réhabiliter le mot au sens médiéval. Asile, c'est un endroit de protection. Or, quelqu'un qui est en difficulté mentale, déjà que vivre et supporter la société et le monde du travail d'aujourd'hui est très difficile pour les gens à peu près solides. Donc pour quelqu'un qui a une fragilité affective ou qui est victime d'un drame particulier ou qui a une nature, qui a des failles, évidemment c'est très très difficile. Or il n'y a plus de lieu d'asile, c'est-à-dire de protection. Et donc le fou se trouve, premier cas possible, à la rue, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à régler le problème des SDF, parce que quand les gens de plus grande bonne volonté veulent essayer de reloger les SDF, on s'aperçoit qu'un très grand nombre d'entre eux, en fait, sont des gens qui autrefois auraient été à l'hôpital et qui se retrouvent dans la rue avec une ordonnance de médicaments dans la poche et qui, bien entendu, ne sont pas dangereux pour autrui, sauf cas rarissime, mais au contraire sont les victimes de ce qui peut leur arriver parce qu'ils sont en état de fragilité dans la rue et que c'est un monde très dur. Donc le fou actuellement n'est plus en hôpital, il est dans la rue. Alors on a considéré ça dans les années 50, 60, 70 de l'antipsychiatrie, on considérait naïvement, malheureusement, on a considéré comme un progrès énorme de faire sortir les fous des asiles, à tel point que le fameux Basaglia en Italie en 1978, il y a une certaine loi Basaglia qui a imposé la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Bon, il y avait un fond de communisme anti-religieux parce que la plupart des asiles étaient tenus par des bonnes sœurs, mais on a cru, parce que les nouveaux médicaments neuroleptiques qui sont apparus en 1952, le Largactil, l'Aldol, l'Aldopéridol et tout ça, après il y a eu le lithium, tous ces médicaments permettaient de stabiliser les humeurs et les états délirants des gens, et donc on a cru naïvement qu'il était possible, donc grâce à ces remèdes miracles, de les faire sortir de l'hospitalisation à vie, où ils étaient, comme on disait, chronicisés, c'est-à-dire ils devenaient des fous professionnels toute leur vie. Alors donc on a vu comme un progrès ce désaliénisme, comme l'appelait le docteur Bonafé, mais quand on voit le résultat malheureusement aujourd'hui, c'était l'autoroute ouverte aux laboratoires pharmaceutiques qui fait qu'on a pu effectivement faire sortir les malades mentaux de l'endroit où on s'occupait d'eux, où ils étaient quand même à l'abri, et maintenant ils se retrouvent à la rue. Premier cas. Le deuxième cas, énormément de malades mentaux se retrouvent en prison. Et pourquoi ils se retrouvent en prison? Parce qu'effectivement, si on déraille dans la rue, si on se met à agresser quelqu'un ou à insulter un flic ou je ne sais quoi, effectivement, la police peut intervenir, et donc on se retrouve en prison. Et donc ils sont mis sur le même plan que les délinquants, à tel point que comme ce sont quand même des malades mentaux, c'est-à-dire des gens fragiles, le délinquant de base, la petite racaille qui se retrouve en prison, évidemment, immédiatement reconnaît que ce n'est pas des gens comme eux, ce n'est pas des délinquants, c'est des barjots, comme ils disent. Ce qui m'a fait écrire dans un texte il y a quelques années que autant les experts psychiatriques, entre autres en prison, sont incapables de décider, même dans les cas les plus évidents, selon le bon sens, que quelqu'un n'est pas dans son état normal, autant le petit délinquant, lui, ne se trompe pas, il faudrait prendre les petits délinquants comme experts psychiatres dans les prisons, parce qu'immédiatement on dit, mais lui, c'est pas un type comme nous, c'est pas un voleur de mobilette ou un dealer de shit, c'est un barjot. Et donc, on a créé des unités psychiatriques en prison, ce qui arrive à ce paradoxe extraordinaire, que dans le même temps où on vide les asiles psychiatriques de leurs malades, et ça c'est dans toute l'Europe et dans le monde entier, dans le même temps on est obligé de créer une section psychiatrique en prison pour protéger le malade mental qui se retrouve avec les malfrats de tout ce qui peut lui arriver. Donc on réinterne, mais dans le monde carcéral, ce qui est absolument incroyable. J'ai discuté avec un psychiatre de prison longuement une fois, et c'est stupéfiant, c'est un paradoxe dingue. Mais alors le troisième cas, donc le malade mental, on ne s'en occupe plus, il est à la rue, et c'est pas le résultat d'un progrès comme on l'a cru à un moment donné naïvement, à cause de
simplement de l'intervention des médicaments qui le rendait possible. Mais donc il se retrouve aussi en prison dans une unité psychiatrique spéciale, ce qui est quand même un paradoxe incroyable. Mais le troisième cas, et c'est celui sur lequel on sait le moins de choses, c'est le nombre de suicides. Parce que énormément de malades mentaux, alors là les chiffres ils sont difficiles à savoir, les chiffres du suicide, la France par exemple a le même taux de suicide que le Japon, mais pour des raisons tout à fait opposées. Il y a aussi un énorme taux de suicide en Finlande, par exemple, pays qu'on vante très souvent pour son éducation, pour ceci ou cela. Donc les chiffres du suicide sont très surprenants. Mais beaucoup de malades mentaux se suicident, et je vais en donner un exemple. Ma sœur s'occupait d'une jeune fille qui était gravement dépressive, et donc suivie par un psychiatre. Et donc c'était la fille d'amis de mes parents, et donc elle voyait régulièrement cette jeune fille qu'elle invitait à dîner, etc., qu'elle essayait d'encourager dans ses études, etc. Cette jeune fille avait des épisodes de décompensation psychiatrique très graves, était suivie par un psychiatre qui devait être ni meilleur ni pire qu'un autre, et qui devait faire un petit peu attention à elle. Elle a senti un certain mercredi qu'elle était très très dépressive et qu'elle risquait de suicider ou de faire des choses graves. Donc elle a appelé son médecin, donc le mercredi soir, et elle l'a supplié de l'hospitaliser. Mais comme les pauvres médecins psychiatres, ils sont 15 000 en France, la plupart du temps cherchent des lits à tel point que comme ils n'en ont pas, ils sont parfois obligés de squatter des lits dans un service de, mettons, gastro-entérologie ou je ne sais pas quoi pour hospitaliser 2 ou 3 personnes en danger. Ce médecin lui dit, en lui parlant gentiment au téléphone, mais non mademoiselle, on doit asseoir lundi, on était le mercredi, prenez votre traitement, n'oubliez pas, prenez-le bien, et venez me voir à l'heure entendue lundi. Le lendemain, elle se jetait par la fenêtre. Et ça, c'est un cas très, très fréquent en réalité. C'est-à-dire que, comme dans le reste de la médecine, il n'y a pas de disponibilité des médecins, il n'y a plus de lits, on n'a plus vraiment de structure d'accueil, donc plus d'asile. Et donc, on demande aux grands malades mentaux, aux grands dépressifs, de s'occuper de son propre traitement comme quelqu'un qui aurait une pneumonie ou une grippe qui irait en pharmacie chercher son médicament. Or évidemment, la maladie mentale n'est pas une maladie comme une autre. Et quantité de psychiatres irresponsables, là je pense à quelqu'un de très précis dont je ne dirai pas le nom, ont milité pour, sous prétexte de déstigmatiser la maladie mentale, pour dire la maladie mentale, une maladie comme les autres. Et il y avait même des publicités dans Libération et dans les quotidiens là-dessus. Moi, ça m'indignait, parce que justement, la maladie mentale n'est pas une maladie comme les autres, ça n'a rien à voir. C'est pas juste quelque chose, ou un petit dysfonctionnement qui relève d'une petite molécule qu'on ajoute pour le corriger. C'est un problème global de la personnalité, du rapport au monde. Donc, ce problème du suicide est un problème majeur, on ne sait pas les chiffres vraiment, je ne les connais pas en tout cas en ce qui me concerne, mais c'est pour dire que donc le malade mental aujourd'hui est abandonné et il se trouve soit en prison, soit à la rue, soit poussé au suicide. Et donc c'est évidemment pas un progrès et c'est désolant quand on voit quand depuis l'époque de Philippe Pinel, on avait justement réussi à soustraire le malade mental de cette fréquentation, de cette cohabitation avec les délinquants, les SDF, etc. Et de voir qu'au bout de 2 siècles, on retourne à la case départ. Et donc, ce problème n'est absolument pas réglé. Alors, quant à l'histoire de l'asile, mon ami André Roumieux, elle a été toute sa vie, il a commencé, je crois, à l'âge de 16 ans, a été infirmier psychiatrique. Donc, il connaît, et sa femme aussi, donc il connaît très bien le problème. Il vivait 8 heures par jour avec les malades mentaux. Il a écrit un livre qui avait fait un peu scandale à l'époque de l'antipsychiatrie qui s'appelle « Je travaille à l'asile d'aliénés », où il racontait le quotidien des asiles de ces années-là. Et donc, Roumieux a passé sa vie à essayer de prendre un par un les malades et de les comprendre et de soulager leur souffrance. Et donc, c'est un désastre de voir qu'aujourd'hui, plus personne n'écoute personne, et les quelques malades mentaux que j'ai fréquentés et que je connais se plaignent tous que autant il y a trop de discours dans la psychanalyse où on parle trop longtemps peut-être de certaines choses et trop en profondeur, dans le monde médical de la santé, de la psychiatrie, on n'a plus le temps de parler aux malades, les jeunes internes sont derrière leur écran d'ordinateur et on n'a plus aucun temps pour personne, on donne juste une ordonnance et les gens sortent de l'asile avec cette petite ordonnance, donc comme une maladie banale, et alors on pratique ce qu'on appelle la politique du tourniquet, c'est-à-dire que quelqu'un est allé en consultation, sort avec son ordonnance, prend ou pas, comme on le lui a dit, et au rythme qu'on le lui a dit, son traitement. Ensuite, à nouveau, il y a un épisode de décompensation, je ne sais quoi, donc on le réinterne, et par période de 15 jours, 3 semaines, etc., il entre et il sort de l'asile. Et donc c'est évidemment un désastre. Alors ce qui est le plus étonnant et effrayant, c'est que certains psychiatres, et là je pense à quelqu'un de militant et
qui a agi dans ce sens pendant des années, considère comme un énorme progrès le fait que maintenant le malade mental en moyenne n'ait pas pris plus d'une semaine ou 10 jours à l'hôpital. C'est comme cette tendance d'aujourd'hui de vouloir que la médecine soit ambulatoire, c'est-à-dire qu'on vous opère en 15 minutes et puis vous rentrez chez vous. Et on voulait transformer l'Hôtel-Dieu en hôpital debout, c'est un hôpital sans lit. Alors c'est une folie, puisqu'effectivement il faudrait prendre le temps là aussi de s'occuper des gens, et donc il y a un lieu pour les recevoir. Alors on dira c'est des problèmes de crédit, etc., mais il n'y a pas que ça, c'est la conception même de la chose. Donc le problème de la santé mentale est un des grands désastres de l'époque actuelle. Et puis ensuite, on s'aperçoit que vu ce qu'est la société, la façon dont elle s'oriente, il n'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens dérangés. Ça on l'a déjà dit, on est dans une période de mutation très difficile et qui demande un effort d'adaptation énorme. Donc tous les gens fragiles, évidemment, sont les premières victimes de cette situation. Donc on est vraiment dans un état très critique et qui est l'échec presque de 2 siècles d'efforts pour aller dans un sens opposé.